Nous passons à la République démocratique du Congo pour évoquer donc ce détournement de 15 millions de dollars, une affaire qui embarrasse la présidence. 15 millions de dollars disparus, voire détournés des comptes du Trésor public. L'enquête agite et divise la nouvelle équipe du pouvoir en RDC avec en ligne de mire le premier allié du président Tshisekedi, Vital Kamerhe, 60 ans, ancien président de l'Assemblée nationale et davantage que tout son puissant directeur de cabinet, son premier partenaire politique. On se rappelle de l'alliance conclue entre les deux hommes. Et bien, depuis quelques jours, Vital Kamerhe, il a une bête noire, c'est l'inspection générale des finances, organisme placé sous la tutelle directe du président de la République. Dans la plus retentissante, IGF cite dans une enquête récente le directeur de cabinet parmi les 4 responsables d'une irrégularité qui a privé l'État de 15 millions de dollars. Cette somme a atterri sur le compte d'un comité de suivi des prix des produits pétroliers. Credo Tété, on sait que Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption son grand thème de campagne, mais quand c'est son propre directeur de cabinet qui est en cause, il reste muet comme une carpe. Oui, on aurait souhaité le voir assez dynamique également sur ce plan de la question, parce que c'est vrai, donc on a vu comment ses premières sorties ont été, donc il a vanté, disons, cette propension à lutter contre la corruption, mais Dieu faisant si bien les choses, donc il y a un gros morceau, disons, dans son camp, donc nous allons voir comment est-ce qu'il va essayer de l'apprécier et puis de jouer sa partition. Mais le fait même que cette affaire de corruption soit révélée au grand jour, donc je crois que c'est un défi, même pour Félix Tshisekedi. Donc il doit normalement être sans pitié s'il veut sauvegarder son image et puis la lutte qu'il a entamée auprès de l'opinion surtout. Donc il doit demander à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire de corruption de plusieurs millions de dollars. Donc je ne voudrais pas être dans une posture de Félix Tshisekedi aujourd'hui, mais soit il sera obligé pour la manifestation de la vérité de liquider un allié très important sur le plan politique. Et disons-nous également la vérité, le Trésor ne peut pas, disons, faire cette erreur, disons, de virement si les gens n'ont pas téléguidé cela de la base. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une erreur de manipulation de l'ordinateur qui a fait que ce financement a pris une autre, ce fonds a pris une autre direction. Ce fonds n'aurait pas pris la direction de ce comité qui s'occupe d'autre chose que peut-être on n'entendrait même pas parler de cette affaire de corruption. Aujourd'hui, une situation est, la corruption, elle est de mise du côté de la RDC et il y a de gros morceaux qui sont concernés. Donc, que le président Tshisekedi laisse la main libre à l'inspection générale afin qu'elle puisse faire son travail et donner les conclusions. Et une fois les conclusions, disons, communiquées, donc s'il faut sévir, il doit sévir parce que il n'est pas encore en mi-mandat. Et si nous considérons également l'imbroglio politique dans lequel lui-même il s'est mis, donc il a besoin de donner des signaux forts, des signaux forts qui vont consolider également son pouvoir. Mais Tshisekedi, Francisco, voulait donner quand même l'image d'une présidence exemplaire, c'est raté là. Moi, je pense que d'abord, pour parler de ce problème, il faut retracer comment ça s'est produit. Parce que il s'agit d'un crédit que l'État congolais a obtenu de la banque, de la banque centrale pour, n'est-ce pas, subventionner les compagnies pétrolières. C'est ce qui se passe où on augmente les prix du pétrole. Donc, eux, ils ont voulu stabiliser le prix. Donc, en obtenant ce crédit-là, qui devait aller plutôt dans les caisses des compagnies pétrolières. Et comme partout, les gens ont mis des systèmes en place où il y a des comités qui règlent et qui sont là et qui sont créés et pour soi-disant surveiller le secteur. Donc, ce comité
a dû prélever sur les 100 millions de crédits obtenus, et 15% qui font, disons, les 15 millions, sinon 14 millions 700 de dollars. Et au lieu que ça aille au trésor public, ils sont partis, ils ont ouvert un compte spécial à la Rwanda Bank, et donc sur laquelle a été viré l'argent. Et maintenant, cet argent, les 15 millions de dollars, est disponible sur ce compte, on fait objet de ponction. Donc, à chaque fois, on va faire des retraits, que ce soit 8 000 dollars et autres. Mais c'est ce qui est intéressant lorsqu'on parle de la bancarisation. Il n'y aurait pas la bancarisation que les 15 millions de dollars, c'est-à-dire que du trésor public, si c'était sorti, on ne saurait pas. Donc aujourd'hui, on peut retracer, c'est-à-dire que tous ceux qui sont allés au guichet de la Rao Bank pour, n'est-ce pas, prendre leur parti, leur part. Bon, voilà l'imbroglio. Et puis ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais je mets quelque chose entre parenthèses. Est-ce que ce n'est pas une question d'habitude? Parce que nous savons, moi, ma petite connaissance, toutes ces commissions qui sont créées, et que ce soit pour gérer les caisses de péréquation ou lorsqu'il y a un événement, on crée une commission, les gens sont autour et ils ont des perdièmes en permanence. Donc, est-ce que les 15% ne constituent pas, disons, les perdièmes que les membres de ces commissions devraient se partager? Voilà une idée. Non, mais moi, l'argent n'est pas destiné à ça. Oui, l'argent n'est pas destiné, mais dès lors que c'est obtenu, les 10% ou les 15% qu'on parle ailleurs, peut-être que aussi ont leur source, et leur source là-bas. Et ce n'est pas normal au moment où le peuple meurt de faim. Oui. Sur la question, je crois que c'est le premier test de grandeur nature pour Tshisekedi. On attend, Credo l'a si bien dit, on verra la suite qu'il aura à donner à cette affaire, puisque jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé. Mais je doute fort qu'il se sépare de cet allié-là, parce que il n'est pas aussi en position de force si on observe la composition du gouvernement et de tout ce qui se passe dans ce pays-là. C'est un allié. Je crois qu'il fera tout. Pour d'ailleurs l'affaire, on tente déjà de l'étouffer. On se demande ce qui s'est passé entre temps, et ça a fuité et c'est rendu public, puisque en principe l'inspection dépendait du président de la République. Donc on ne sait pas comment ça s'est passé, ou soit des proches de Tshisekedi ne veulent plus de Vital Kamerhe. Donc ils ont balancé le truc dans le public pour qu'on puisse savoir voilà ce qui se passe et mettre le président dos au mur pour qu'il puisse se séparer de son allié. Donc il est dans une situation inconfortable. Si on sait que il a lancé l'opération de scolarité gratuite, on a besoin d'argent dans ce pays, et que voilà, il y a de l'argent, certains se permettent de se partager entre eux, donc il y a un réel problème. Et puis si jamais l'argent là a quitté le trésor vers cette banque en question, c'est parce qu'il y a complicité quelque part, puisque c'est le ministre de l'économie par intérim qui a ordonné le décaissement ou le virement de l'argent sur le compte de la banque. Donc je ne vois pas pourquoi dans cette affaire là c'est Vital Kamerhe seul qui est mis en exergue, alors que celui qui a ordonné le décaissement devrait être aussi en parce que la question, sur quelle base il a fait décaisser l'argent du trésor vers d'ailleurs, Kamerhe même a estimé que il dit que l'argent n'a pas disparu, qu'il n'y a pas eu détournement. Kamerhe même était déjà un collier encombrant. Oui. Donc justement, Credo, Thierry voulait aborder cette thèse-là, c'est-à-dire au niveau de la présidence. On sait que Kabila a vraiment ses yeux dans la gestion du pays, et les proches de Kabila digèrent mal les ambitions de Kamerhe pour 2023. Donc, on lui trouve déjà quelques puces là. Oui, mais moi je crois que si l'homme gêne politiquement, mais il faut lui poser des pots de banane. Donc, on peut estimer
avec des réserves. Qu'on serait en train de lui poser des pots de banane. Mais dans le cas d'espèce, je crois que, disons, pour que les choses soient claires, lui-même, il a besoin de coopérer avec l'inspection générale afin que toute la lumière soit faite. Parce qu'il en sortira grandi si l'inspection du travail arrivait à tabler sur son innocence, sur son non-implication dans ce dossier-là. Mais je voudrais nuancer un peu également, disons, une lecture qu'a faite mon cher confrère Napo tout de suite. Lorsqu'il a dit, c'est vrai, lorsqu'on met en place des commissions, il y a ce qu'on appelle les frais de fonctionnement ou bien les frais administratifs. Les guettons de présence. Non, mais on ça peut être les 15 ou les 10%. Les frais de fonctionnement, je crois que c'est les 10%. Même si nous revenons dans notre pays, si nous prenons la commission de gestion de l'aide de l'État à la presse, le décret a institué clairement que ça fait 1,5% du montant de l'aide et cela constitue les frais de fonctionnement. Et les frais de fonctionnement, la commission a la latitude de l'utiliser comme elle veut, et quitte à justifier cela. Mais dans le cas d'espèce, c'est autre chose, parce que si les 15 millions de dollars seraient assimilés à des frais de fonctionnement, on l'aurait établi, et là, malheureusement, ça ne se retrouverait pas sur le compte d'une commission même qui n'est pas participative, et qui n'est pas participante même à cette action. Donc, c'est dire qu'il y a quelque part une intention de détournement de fonds qui établirait même, disons, cette tentative de corruption. Maintenant que le pot de rose est découvert, donc on ne sait pas d'où ça a fuité, naturellement. Donc on peut dire que ça a fuité même de la maison, de la grande maison, c'est-à-dire de la présidence. Donc là, il va falloir que le président Tshisekedi laisse les choses couler librement et que toute la lumière soit faite, parce que aller jusqu'à ponctionner et la manière même de procéder de ces gens qui vont comme des chauves-souris aller prendre quelques petits montants juste pour brouiller les pistes, cela ne fait que dire que ce ne sont pas des petits montants. 15 millions d'euros, on prend 1 million. Non, mais 15 millions de dollars, mais lorsque la personne, c'est vraiment énorme sur le montant global. Mais si on veut considérer les formes de prélèvement avec leur montant, mais il faut dire que peut-être que eux aussi, ils s'inscrivent dans une stratégie de fuiter. Donc, ils ne voulaient pas manger pour qu'on puisse les découvrir. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que lorsque la souris passe plusieurs fois sur un endroit, c'est que ça laisse des traces. Francisco, c'est vrai, je le disais par erreur tout à l'heure, ce n'est pas à l'époque du président Kabila, mais plutôt du président Tshisekedi, qui sont à la présidence et qui ne voient pas d'un bon œil ce directeur de cabinet qui a la puissant, très influent. Très influent. Ouais, ben, on ne voit pas d'un bon œil ce directeur de cabinet. On ne le voyait pas depuis. C'était l'ensemble, ok? Même l'opposition. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque l'argent a été sorti du trésor public. Qui a donné les consignes on va pas dire que c'est Vital Kamere. Le directeur du trésor aussi doit. Voilà. Mais lorsqu'on va dans l'exercice du pouvoir, il y a des fois, bon, nous, on débat, mais vous savez, juste un petit frère du chef de l'État peut faire mieux le ministre des Finances. Ah oui. Et mon ami, il commence par tuer par enterrer les bœufs, parce que pensant que le lendemain va les sauter. Je vous dis que c'est la gestion du pouvoir, parfois c'est autre chose. Peut-être que, puisque le ministre est par intérim, c'est peut-être un gars de Kabila, mais Kabila peut l'appeler, mais qu'est-ce que toi tu fais là? On te dit de sortir de l'argent, tu attends quoi? Mais il dira jamais que c'est Kabila, parce que après tout, on fait tout après pour déstabiliser même Kabila. Depuis le début, il y a même eu des fuites d'informations pour des dépenses de la présidence et pour les obsèques de son père qui se sont révélées vraies. Qui se sont révélés vrais. Et puis, après, donc, ça va. Donc, pour même Kabila, il n'y a pas que Vital Kamere, il y a Kabila même que les gens cherchent
à déstabiliser. Kabila ou bien Tshisekedi, encore qui n'a pas la même mise sur les éléments. Et il faut aussi voir que c'est les conséquences d'une transition longue pour pouvoir former un gouvernement. Regardez depuis quand, depuis juin, août, que ces sous ont été débloqués et dépensés. Donc s'il y avait rapidement, disons, voilà, un gouvernement qui était en place, on n'aurait pas ce genre de situation. Et ce genre de situation, je crains fort pour nos frères de l'Algérie et bon, du Soudan, ils n'en parlent pas encore, ailleurs, ou peut-être de la Tunisie qui va rentrer là-dedans, parce que ces phases permettent aux gens de ponctionner, n'est-ce pas, le pays, et puis c'est pas tout qu'on peut découvrir du jour au lendemain. Est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe n'aurait pas pu détourner, parce que le bonhomme, il est aussi de grand dépensier. On évoquait dans Regard Croisé il y a quelques mois son pompeux mariage avec une dot de $100,000, des dizaines de bœufs et tout. Il aime l'argent, hein, il aime le bling. Non, les Congolais même, ils sont dans ça. C'est des gens. Et il faut dire que c'est un pays immensement riche, et puis leurs différents acteurs politiques, c'est des gens aussi qui ont de l'argent. Ils sont dans les affaires pas possibles. Donc c'est tout à fait normal. Et puis Vital Kamerhe, c'est pas un petit, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et donc il s'est aussi immensément enrichi. Donc c'est tout à fait normal qu'il mène une vie, un train de vie de cette façon-là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on veut l'éjecter. Mais ce qui montre ce truc-là contre lui ne doit pas perdre de vue qu'il y a toujours le camp Kabila qui est toujours aux aguets, et à tout moment ils peuvent revenir en force au pouvoir. Mais si on veut que le processus démocratique, en tout cas qui a commencé dans ce pays avec l'élection de Tshisekedi, puisse aller et soit pérenne, il faudrait qu'on puisse laisser l'alliance là continuer par gérer le pays, sinon ça va encore être déstabilisé. Mais entre autres, oui. Et puis quand vous voyez dans des régimes où il y a des gens comme ça qui sont tonitruants, qui font des tout-puissants, c'est parce que souvent ils ont c'est de ça qu'ils vivent. Voilà, ils ne vivent que de ces sous-là. Et puis voilà, quand ils sont habitués, ça devient un cancer. Je disais, il se défend, il dit que cet argent n'a pas disparu, mais c'est où? Non, mais c'est la grande question. Si on s'interroge même sur la destination finale de ce montant, donc il faut également questionner la procédure de disparition. Donc déjà à l'entame même, la procédure est viciée, n'est pas claire, donc c'est qu'il y a une tentative de corruption. Maintenant, si on ne retrouve pas, disons, cette somme très importante, c'est que des gens se sont déjà partagés cette somme. Donc il va falloir qu'on leur fasse appel pour qu'ils fassent encore une cotisation pour reconstituer ces fonds-là. Parce que c'est trop facile de jeter l'anathème sur le président de la République, mais je crois qu'il y a des postes de responsabilité. Et ce sont des gens qui laissent non, mais moi je crois, on serait à la place. Parce que vous vous serions l'image où il était en train de passer, un policier a tenté de racketter son véhicule. On a vu toute la scène qu'il a faite autour, on a menotté le policier pour dire c'est le champion de la lutte contre la corruption. Voilà, Mathieu ça se passe dans sa maison. Non, mais moi je crois, avec cette image-là, nous en avions débattu ici, et la thèse c'était, il était dans le bling-bling de communication politique. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire d'un policier, mais c'est que le diable même est dans sa maison. Mais le diable, certes, en Afrique, le diable n'aime pas les détails. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Celui-ci, c'est un bon diable. Non, mais moi je crois que c'est un allié politique de taille pour lui, donc il doit prendre ce sujet avec des pincettes, parce que il serait dans la propension de faire des déclarations épidermiques, même que son pouvoir va vaciller. Parce que également, il y a un aspect très important. Le président Tshisekedi est certes aujourd'hui à la commande du pays, mais il n'a pas les manettes même à sa totale disposition. Donc c'est que M. Kabila constituerait toujours une menace pour lui. Donc là, s'il ne sait pas taper du poing sur la table, donc il doit avoir de la manière. Et la manière voudrait que au moins qu'il laisse
on peut même supposer que le travail même de cette inspection générale, le président serait derrière. Donc c'est pourquoi nous souhaiterions que le président, laisse couler les choses, que l'inspection du général fasse, disons, ses investigations et que les conclusions soient portées à sa connaissance. Donc en ce moment-là, s'il est lent à prendre des décisions, ou bien s'il est même réticent, l'opinion se fera une idée de sa gouvernance politique. Justement, est-ce que, Francisco, vous pensez que l'inspection pourra aller au bout de son investigation? Oui, normalement, il faut que l'inspection soit indépendante. Elle l'est, en tout cas, indépendante. Puisque l'affaire a déjà même atterri. L'affaire a déjà atterri déjà au parquet également, mais je crois qu'on a tapé un peu la main sur les doigts du parquet qui s'est un peu retiré. Et donc peut-être que ça va aller comme ça en clanchino. Parce qu'on dit, bon, quand dans le temps nous on avait commencé, on nous disait que lorsque vous voyez du bureau un agent c'est-à-dire un bureau qui est en train de fermer, un agent qui prend une chaise et partir, faut pas aller dire au patron que j'ai vu un agent prendre une chaise pour partir. Il faut savoir dans quelle maison il est parti déposer la chaise. Parce que lorsque vous irez dire au patron que j'ai vu l'autre, il a pris la chaise sans avoir la destination, lui va se rassurer seulement. Si vous avez vu la destination, vous dites non, ça que c'est grave pour vous parce que lui s'en est sorti. Donc Kabila va s'en sortir. Si l'argent là, une partie va atterrir, n'est-ce pas, dans sa cour. Donc c'est ça. Donc il faut suivre tout l'événement. Je crois que la Rao Bank doit pouvoir donner, qui aussi refuse de donner les éléments, parce que lorsqu'on parle de la traçabilité des opérations, les banques, quand vous allez faire leur secret bancaire, oui, ça ne coûte rien au procureur de la République de prendre une réquisition pour demander les informations. Par exemple, je vais vous dire aujourd'hui, lorsque vous vous plaignez, par exemple, que vous avez des opérations, même avec votre carte bancaire, que vous trouvez que vous avez eu des opérations suspectes, quand vous adressez à la banque peut aller vous fournir, même avec vidéo à l'appui, celui qui est venu retirer de l'argent à telle heure sur votre compte. Voilà. Mais c'est ça, c'est de la confiance que nous avons à la banque. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que les gens fassent les opérations bancaires. Que tout le monde rentre à la banque. Là, on verra la transaction. Donc là, on ne peut pas aller retirer même 100 000, 200 000 même français, même 50 000, 5 000 que vous voulez retirer sur un compte bancaire, vous devez avoir une pièce d'identité, même si c'est une carte d'électeur. Donc là, c'est la crédibilité également de cette banque de fournir les éléments, n'est-ce pas, à la justice. Et si la justice exige, la justice doit pouvoir l'obtenir, sinon on ferme cette banque-là. Non, mais moi je crois, il faudrait nuancer. Samuel parlait de secret bancaire. Le secret bancaire existe, mais lorsque on ne questionne pas ce secret bancaire, la banque ne peut pas mettre les informations sur la place publique. C'est vrai, vous l'avez nuancé également. S'il y a une réquisition en bonne et due forme, la banque a l'obligation de s'exécuter et puis de donner l'information à celui qui l'a demandé par voie, disons, juridique. Parce que la banque ne peut pas aussi s'empresser de communiquer sur ce sujet-là comme ça, mais la banque doit prendre aussi des gants. Cela ne voudrait pas dire que la banque serait dans une, disons, dynamique de repli stratégique, mais la banque, au moment opportun, la banque pourra parler à des voix plus autorisées. Mais la banque n'ira pas sur la place publique pour communiquer. Non, c'est la justice qui a demandé les informations. Lorsque la justice demande des informations, la banque est dans l'obligation de communiquer les informations uniquement à la justice. Quitte à la justice maintenant de décider de l'exploitation de ces informations-là. Mais à ce stade-là, la banque ne peut pas être déjà doigtée, mais parce que la banque a un interlocuteur, c'est le parquet, c'est la justice. Et peut-être que nous sommes sur ce plateau tout en discutant de ce sujet. Qui sait si la banque a déjà fourni les informations? En l'espèce, c'est Tshisekedi qui doit dénouer le nœud. Non, c'est la justice. Il faudrait que l'affaire puisse aller jusqu'au bout. On ne sait pas si, au finish, Vital Kamerhe sera blanchi ou
ou pas. Donc, le président de la République ne peut pas, à l'instant où l'enquête est en cours, il ne peut pas se prononcer sur le sujet. On va aller maintenant à la pause et puis nous allons revenir après pour continuer.